avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Fanny. Fanny, vous la connaissez sûrement, elle s'appelle Fanny Vella, elle fait des illustrations notamment sur le thème des violences éducatives ordinaires, des violences faites aux femmes, et encore sur bien d'autres sujets. Vous la connaissez aussi peut-être parce qu'elle a piraté mon podcast dans l'épisode 12 qui clôture la saison 1. Je me rappelle encore de son rire démoniaque. Et Fanny, c'est aussi une maman. C'est une maman et c'est aussi la compagne de Thibaut, que vous avez écouté dans l'épisode de la semaine dernière, épisode qui marquait la partie 1 de ce duo que je vous propose de découvrir dans le format Leur histoire de parents. Fanny va répondre aux mêmes questions que Thibaut sur la même chronologie de leur vie. On va donc parler de l'origine du désir d'enfant, de l'annonce de la grossesse et la prise de conscience de devenir mère, du déroulement de la grossesse et de l'accouchement, de l'arrivée de l'enfant et de l'impact sur la vie et les ressentis, et enfin le parcours depuis ce premier enfant où ils en sont aujourd'hui. Je vous préviens tout de suite que dans cet épisode, il va y avoir des récits de violences obstétricales et gynécologiques. N'hésitez pas à avancer si jamais cela est trop dur à entendre. Je vais tout de suite commencer par la première question pour Fanny. Fanny, d'où vient ton désir d'enfant ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Ouh là là. Tu sais, c'est marrant parce que je t'entends poser cette question dans tes épisodes et à chaque fois je me dis mais je saurais pas du tout quoi répondre à cette question. Eh bien voilà. Voilà, c'est mon tour. Alors, je sais depuis toute petite, mais vraiment une certitude, je suis née pour être mère et je n'ai jamais douté de ça. Jusqu'à ce que je me mette avec Thibaut. Il va être content de l'apprendre. Non, c'est que à ce moment-là, pardon. Donc je suis devenue mère, spoiler alerte, il y a un bébé qui pleure à côté. J'ai fini par changer d'avis. Vous entendrez des bruits de bébé sûrement pendant l'épisode et c'est comme ça. Du coup, quand je me suis mise avec Thibaut, il venait d'y avoir les attentats en fait au Bataclan. Donc vraiment, en plus, on s'est mis ensemble le lendemain je crois bien que c'était ça, le lendemain des attentats. Et en fait, ça m'a complètement coupé l'envie de devenir mère parce que j'étais en fait un peu dans un état de panique qui a été assez similaire et commun à beaucoup de Français, j'allais dire, mais je pense de citoyens, peu importe d'où ils viennent. C'était que je me demandais en fait dans quel monde on vivait et dans quel monde j'allais mettre au monde potentiellement des enfants. Et à ce moment-là, c'était inconcevable pour moi d'imaginer vivre dans cette peur permanente pour moi, pour les gens que j'aime, mais alors vivre dans la peur permanente pour un enfant, parce que j'arrivais bien à deviner ce lien d'attache que j'avais pas encore touché du doigt et j'étais bien en deçà de la vérité de ce qu'on pouvait ressentir à ce moment-là. Mais pour moi, c'était plus une option. Et c'est Thibaut qui avait un discours qui me plaisait bien, qui me disait, parce que outre les attentats, la violence et tout ça, il y avait aussi déjà des préoccupations écologiques et tout ça qui venaient me titiller. J'avais commencé un petit peu à tirer, tu sais, le fil rouge là qui t'emmène de plus en plus loin dans ta déconstruction et qui du coup était assez alarmant. Et Thibaut, il avait cette réflexion sur le fait qu'on ne pouvait pas laisser faire des enfants qu'à des gens qui n'auraient pas de conscience écologique et qu'il faudrait aussi que des gens qui ont envie de changer les choses, qui ont des valeurs, en tout cas qui nous plaisaient pas mal, les nôtres, puissent aussi élever des enfants dans ces valeurs-là pour potentiellement changer les choses. Donc évidemment, on n'a pas fait des enfants en les chargeant d'une mission, mais on se dit que peut-être en leur apportant des valeurs qui nous sont chères, peut-être que ça pourra rendre le monde plus beau, qui sait. Donc voilà, ça a été un petit peu les arguments qui m'ont fait changer d'avis. Et il faut savoir que nous, ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble avec Thibaut quand je vais prendre mon fils dans les bras. Oui, vas-y. Suspense, qu'est-ce qu'elle a pensé à ce moment-là ? Viens là, mon bébé. Ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble avec Thibaut quand on a cru que j'étais enceinte. C'était pas prévu. Et donc vraiment retard sur les règles et tout ça. Et puis je fais un test
Je fais un test, on se disait, oh là là, mais ça fait que 6 mois, et puis c'est pas du tout prévu, et puis c'est. Alors en plus, nous, financièrement, à ce moment-là, c'était pas la folie. Vraiment, je sais plus si Thibaut était au chômage, mais en tout cas, moi, je sais que je gagnais pas très bien ma vie. Et puis, le test s'avère négatif. Ah. Et on se regarde. Je me rappelle qu'on était à l'arrière de la voiture des parents de Thibaut qui étaient venus nous voir ce week-end-là. Et donc en secret, je sors le test de ma poche parce que j'avais pas eu le temps de laisser passer le temps de réponse à la maison. Je sors le test de ma poche et on le regarde tous les deux en silence, en secret. Et on se rend compte qu'il est négatif. Et vraiment, je vois passer sur le visage de Thibaut, tu sais, cette ombre de bah ok, bah cool. Merde. Et il dit bah c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Hein. Et je le regarde, je fais mais t'es déçu? Et il me dit toi t'es déçu? Et on se regarde, on fait bah ouais, je crois qu'en fait je m'étais un peu projetée. Et de ce moment-là, tu sais, le moment où tu peux pas avoir cette conversation parce que t'es avec tes beaux-parents, et tu sais, tu dis vivement qu'on se retrouve tout seul là ce soir, qu'on puisse discuter de tout ça. Et du coup, on se retrouve très rapidement en se disant oh, mon Dieu, mais là, c'est vrai, en fait, c'est réel, on a vraiment envie d'avoir cet enfant. Et ouais, c'était vrai. Et du coup, je suis tombée enceinte. Du coup, on a beaucoup de chance. On a réussi à avoir cette grossesse, cette vraie grossesse cette fois, très rapidement après, ce qui nous a permis de pas trop y réfléchir. Voilà, j'ai appris qu'il valait mieux pas réfléchir 100 ans sur ce genre de décision, sinon on les prend pas. Et voilà, je suis tombée enceinte à ce moment-là. Je peux aller très loin, arrête-moi Cédric. Hein. Non, mais t'inquiète pas, on arrive. Tu suis d'ailleurs l'ordre chronologique de ce que nous avions prévu et du récit de Thibaut, donc c'est parfait. L'annonce de la grossesse, comment tu l'as faite? Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'avais vraiment, tu sais, ce rêve de quand je serai enceinte, j'attendrai au moins 1 mois avant de l'annoncer à mon chéri. Je lui ferai un truc incroyable où il devra ouvrir une multitude de boîtes avant de tomber sur le test de grossesse ou que sais-je. Tu parles, genre la seconde où j'ai eu le moindre soupçon, j'étais même pas encore en retard de règles. J'ai fait un test sous ses yeux, hein, et donc il n'y a pas vraiment eu d'effet d'annonce pour Thibaut. Sauf que ce qui était assez drôle, c'est que je ne croyais pas à ce test. Il était très, très subtil, on ne voyait pas très bien. Et pour moi, c'était impossible de tomber enceinte du premier coup. Et du coup, je n'y croyais pas. Et je suis allée faire un test, une prise de sang. Et c'est Thibaut qui allait chercher les résultats. Et donc, c'est Thibaut qui m'a annoncé que j'étais enceinte, ce qui était assez rigolo parce que j'étais au travail et il m'a appelé et il m'a dit du coup, c'est bon, c'est officiel, on attend vraiment un bébé. Et nous, en fait, on était assez d'accord sur le fait de l'annoncer très tôt, en fait, aux gens qu'on aimait très fort, parce qu'on avait cette pensée que de toute façon, si quelque chose se passait mal, on aurait besoin du soutien des gens à qui on voudrait l'annoncer. Donc, on s'est dit, nous, en fait, du moment où on attendait ce bébé, on a peut-être attendu 2-3 semaines. On l'a annoncé très, très rapidement à nos amis, aux personnes qui deviendraient les parrains et les marraines, à nos familles aussi. Et ça, pour nous, ça tombait sous le sens. Et qu'importe ce qui allait arriver, on aurait besoin d'en parler aussi avec eux s'il y avait fausse couche ou ce genre de choses-là. Donc les annonces se sont faites, c'était assez rigolo, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, donc personne ne s'y attendait évidemment. Et alors vraiment, on avait fait une vidéo qui est juste incroyable, qui nous fait verser des larmes à chaque fois. On a filmé toutes les réactions de nos proches. Donc quand on leur annonçait la grossesse, donc on a tout eu. On a ceux qui nous croient pas, on a ceux qui nous demandent alors qu'on est en train de les filmer, qui nous disent mais du coup tu vas le garder ce bébé? Oui voilà, j'immortalise le moment où je t'annonce que je vais me faire avorter. C'est pas banal, hein. Et donc voilà, c'était vraiment très très drôle et on a eu des réactions très belles de gens qui outre le fait que ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble, nous ont prouvé en fait qu'ils croyaient déjà très dur au fait que on était que c'était une évidence en fait tous les deux. Voilà, on a eu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. On était les tout premiers de nos familles, de chacun de notre côté à avoir un bébé. Les tout premiers de tous nos amis à avoir un bébé aussi. Donc c'était assez beau de compter déjà sur tous ces futurs tontons et tatas qui nous voient tout quotidiennement et qui allaient vraiment faire partie de la vie de ce bébé, quoi. C'est beau, hein. Et toi, tu t'es senti, t'as pris conscience tout de suite là de je vais être maman, ça y est, c'est parti?
Non, alors j'avais vraiment beaucoup de mal comment dire, à me connecter à ce bébé, tu sais, j'étais pas du tout sur les réseaux et il y avait pas beaucoup encore ce phénomène où les gens sortent des tabous et tu sais disent vraiment le fond de leurs pensées et disent des choses qu'on ressent en majorité mais qu'on n'ose pas s'avouer. Et moi, je n'arrivais pas du tout à me connecter à mon bébé. Je me disais que ça devait être vraiment être une personne extraordinaire, mais que pour l'instant, ça restait qu'une idée et que c'était difficile de se projeter, c'était très abstrait. Et donc, c'était compliqué parce que moi, j'entendais plus parler des mères qui parlent à leur ventre, qui disent déjà aimer follement leur bébé, ce genre de choses. Et du coup, je me projetais déjà dans un début de maternité qui serait teinté d'un manque d'attachement, potentiellement d'une dépression postpartum, enfin, très défaitiste. Hein. Je me disais, bon, alors prépare-toi à ça, ce bébé, tu vas pas l'aimer tout de suite. Et puis je lisais des textes parce que moi, je me prépare souvent en lisant des choses un peu alarmantes, en me disant, comme ça, peut-être que tu n'auras que des agréables surprises. Donc, je lisais des textes qui disaient ces mères qui n'ont pas aimé leur enfant avant 1 an, ces mères qui voudraient que leur enfant ne soit jamais né et tout ça. Et je me disais, oh, mon Dieu, ça va être moi, c'est sûr, ça va être moi. J'en parlais à Thibaut, je lui disais, mais c'est sûr, sinon je l'aimerais déjà. Enfin, là, je lui disais des trucs, franchement, je le dis maintenant, mais je pensais des choses et je me disais, là, c'est en gros, je devais choisir entre sauver la vie de cet enfant ou sauver la vie de Thibaut, mais mon choix, il est fait sans aucune hésitation, je sauve Thibaut 1000 fois, quoi. Et je culpabilisais de ressentir ça parce que je me disais, non, normalement, on est censé déjà les aimer, c'est censé déjà être les personnes les plus importantes de notre vie. Et c'était pas du tout ça, quoi. Donc, très compliqué pour moi de me projeter. Alors, je précise juste que les textes que Fanny cite sur les mamans qui n'ont pas éprouvé d'affection pour leur enfant ou qui ont un regret maternel, il y a zéro jugement sur le sujet. Hein. Ah non. Voilà, non, je précise juste. C'est juste des situations où on essaie de se projeter. Et comment se déroule donc ce début de grossesse, mis à part le fait que tu connectes pas à ce qui devait avoir la taille d'un grain de riz ou d'un grain de raisin à ce moment-là? Ah oui, non, mais je me suis pas connectée au grain de raisin, je me suis pas connectée à la pastèque, je me suis connectée à aucune évolution du fruit à l'intérieur de mon ventre. D'accord. Alors, la grossesse se passe bien. Moi, j'avais un travail quand même un peu éprouvant à l'époque. Je travaillais avec des enfants porteurs de handicap et je travaillais en centre et à domicile avec des enfants qui étaient en fauteuil. Donc, je devais souvent les porter hors de leur fauteuil pour faire des soins dans les lits, pour les allonger, pour les coucher, pour les changer, ce genre de choses. Et ouais. Okay. Et donc... T'as raison, Théo. Et donc, il s'exprime. Et donc, c'était un peu compliqué. Le centre spécialisé dans lequel je travaillais m'a demandé d'arrêter de travailler relativement tôt parce que ça faisait partie en fait des lois. En fait, on n'a pas le droit de faire un travail physique passé je sais plus combien de mois de la grossesse. Par contre, à domicile, moi j'étais employée directement par les familles et à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à m'écouter. J'avais l'impression vraiment que le confort de ces familles reposait entièrement sur mes épaules. Un peu d'égocentrisme, hein. Mais j'avais l'impression qu'en gros, elles avaient vraiment besoin de moi. On fait un duo. J'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas les lâcher. Et du coup, je me suis arrêtée de travailler très très tard. C'est-à-dire que je crois que c'était à quasiment 8 mois de grossesse. Et il a fallu que mon médecin de famille, enfin mon médecin qui est aussi mon oncle, me menace de faire un accouchement prématuré pour que j'arrête. Il faut savoir que moi j'ai un petit frère qui est né prématuré et voilà qui en porte encore les séquelles. Donc du coup c'était un argument qui pesait son poids et là je me suis dit malgré le fait que j'arrivais pas trop à me connecter à ce bébé, je tenais quand même à ce que ce bébé il parte avec toutes les chances dans la vie et je voulais pas moi ensuite porter le regret d'avoir fait l'effort de trop, ce genre de choses, quoi. Tout ça à cause d'un syndrome du sauveur, quoi. Exactement, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on peut retrouver aussi dans les relations amoureuses, et c'est pas une très bonne idée, ne faites pas ça. Donc oui, voilà, c'était... en soi, j'ai quand même une grossesse qui s'est plutôt
passé très confortablement. Mais à la fin, je faisais des malaises, ce genre de choses. Donc voilà, il a fallu que je m'écoute. Mais c'était difficile pour moi de rien faire de la journée. Et c'est pour ça que je suis devenue illustratrice. C'est grâce à ça, c'est que je m'ennuyais et j'ai commencé à dessiner. Et voilà, c'est grâce à ça. Merci le bébé. Merci la grossesse. Merci le bébé. Et en termes je dirais tu sais, ces fameux instants là dont on parle avec les nausées en début de grossesse, les changements de comportement, d'attitude, c'est des trucs que tu as connus toi, ou les envies de fraises, tu vois, toutes les conneries comme ça, c'est des trucs que tu as connus ou pas? Oui, alors moi c'était les cornichons, vraiment passion cornichon, voilà. Et alors maintenant entre-temps j'étais devenue végétarienne, mais pour ma première grossesse je voulais manger des foies de veau. Alors j'ai honte. Moi j'aime bien. Je voulais manger des foies de veau à foison. Vraiment, c'était une catastrophe. Et alors, c'est très rigolo. Mais j'ai découvert, en fait, l'écoute de son corps pendant ma première grossesse. J'ai toujours eu beaucoup de mal à écouter, tu sais, les symptômes que j'avais, les besoins de mon corps et tout ça. Et ma première grossesse m'a vraiment appris à me mettre à l'écoute de mon corps. Et je trouvais ça fascinant, en fait, ce truc de les envies de grossesse, en fait, qui correspondent à des carences ou à des besoins qu'on a vraiment. Donc j'écoutais vraiment ce que mon corps me demandait. Il me demandait du foie de veau, et je crois que le foie est chargé en fer, et moi j'étais anémiée plus pendant ma grossesse. Donc c'est assez fascinant de voir comment le corps crie en fonction de ses besoins. Et voilà, en termes d'envie, c'était ça. Sinon, en termes de symptômes, c'est vrai que j'avais un peu la nausée. J'avais sincèrement rien à part cette anémie qui m'affaiblissait un peu, quand même pas mal à la fin. Ah si, j'avais ce truc horrible des jambes sans repos. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un truc, mais c'est terrible. Je peux pas décrire ce que c'est. Mais en fait, tes jambes bougent toutes seules dans ton lit. Donc, je foutais des énormes taquets à Thibaut pendant la nuit. Non, mais vraiment, ce symptôme, c'est un calvaire. Alors, je crois que c'est ça, c'est le syndrome des jambes sans repos. Et alors, quand j'avais tapé dans la barre de recherche Google ce que c'était, comment le faire passer et tout, c'était assez fou parce que c'était ou un des premiers symptômes de la sclérose en plaques ou un des symptômes de la grossesse. Et tout ce qui m'est arrivé pendant ma grossesse, c'était des trucs horribles, hein, genre un jour j'ai perdu la vue. Vraiment, genre j'avais un voile et des paillettes devant les yeux pendant une demi-journée. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder mon téléphone, je ne pouvais pas regarder la télé. Et ça, c'était ou une maladie grave ou la grossesse. Genre, vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, bon, bah, t'attends que ça passe parce qu'on te dit c'est normal, c'est la grossesse. Mais j'avais des trucs un peu chelous comme ça. Et par contre, les jambes sans repos, ça m'a vraiment pourri la vie. C'est que je ne pouvais pas m'endormir à cause de ça. Ah ouais. Et du coup, j'ai accumulé pas mal d'heures de sommeil en moins à cause de ça. Thibaut, il devait me faire des heures de massage des pieds parce que c'était le seul truc qui me soulageait un peu, mais que dans l'instant. Mais ouais, donc vraiment ce truc-là qui est commun à pas mal de femmes pendant la grossesse, je l'ai appris après. Vraiment pas drôle du tout, quoi. Ah mais tu vois, je connaissais pas du tout Pardon, je rigole, mais parce que j'imagine des scènes un peu cocasses dans ma tête. Ah bah les coups de pied de la nuit, c'était quelque chose, hein. Mais je connaissais pas du tout, tu vois. Là, tu m'apprends totalement un truc. Donc en gros, toi, ta grossesse, ça a été plutôt calme, des envies... Alors, c'est assez intéressant de t'entendre dire que tu as appris à écouter ton corps, tout en allant jusqu'au malaise vagal pour arrêter de bosser. Non mais mon corps, je l'entendais, il me disait Fanny, arrête-toi, et moi j'étais là, non, ils ont besoin de moi. non mais c'est après, ouais, il y a eu un travail sur moi qui a été fait après pour apprendre à me faire passer aussi un peu avant. Mais oui, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une vie sacrificielle. C'était pas le truc. J'étais très énervante. C'était pas la personne genre qu'est-ce qu'elle est gentille. C'était gentil et énervant. Genre elle sait pas dire non, c'est chiant. Enfin putain, exprime-toi. Apprends à dire non aux gens, c'est pénible en fait, tu vois. Et ça pour le coup, ben du coup j'ai beaucoup travaillé sur moi et maintenant je sais tellement dire non que j'illustre des livres qui s'appellent J'ai le droit de dire non. Petit instant promo. C'est ça. Mais donc du coup ouais c'était et ça énervait vraiment très fort Thibaut. Ça c'était un truc, je déménageais mes amis
mais Thibaut, ça le rendait fou. Ça le rendait fou. Et moi, je voulais tellement me sentir utile. J'avais pas en plus envie qu'on dise « Ah, elle s'écoute trop ». Tu sais, genre ce truc un peu bête où tu sais, t'es malade, t'as 42 fièvre et tu dis « Non, je vais travailler parce que j'ai trop peur que les gens pensent que je suis feignante », tu vois. Donc, le truc de trop s'écouter, on s'écoute jamais trop. Enfin, genre, à un moment donné, si on n'est pas en mesure de le faire ou si on se sent trop fatigué ou pas en état émotionnel de faire quelque chose, on s'écoute pas trop. On s'écoute tout court, quoi. C'est cool. Faites ça. Et au niveau de tes émotions, tu te sentais comment? Tu te sentais joyeuse, anxieuse, stressée, tout Ah si, j'imagine que Thibaut il a dû parler des débuts. On m'appelait le dragon au début de ma grossesse. Ah bon? Et du coup, c'était assez fou. Bah, tu vois, je te parlais de moi qui sait pas dire non et tout. Et je me suis transformée en dragon sur le premier trimestre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien me dire. Que à ce moment-là, j'étais devenue vraiment... tu sais, moi, j'étais tellement facile. Je disais tout le temps, j'étais assez accommodante avec tout le monde, qu'on prenait pas trop le temps de me demander, en gros, mon avis sur des trucs. Parce qu'on savait que de toute façon, j'allais pas trop, tu vois, j'allais pas trop saouler, quoi. Et à ce moment-là, ça m'a saoulée. Je me suis dit, et donc moi, on me consulte pas et tout ça, et j'étais devenue pas très cool. On avait fait des vacances entre potes et vraiment, je tombais sur Thibaut pour tout et n'importe quoi. Le moindre truc prenait des proportions folles, et c'était à la fois un peu fatigant, je pense, mais il y a eu des situations assez drôles. Il y a eu cette fois où je me suis mise dans un état, mais improbable de pleurs et de colère parce qu'on rentrait de week-end et que dans la salle de bain pardon, il y avait je sais pas une quinzaine de moucherons morts qui étaient posés à côté de l'évier de la salle de bain. Et je rentre dans la salle de bain et je dis à Thibaut pourquoi, qu'est-ce qu'il y a mon chaton, pourquoi il y a autant de moucherons morts dans la salle de bain? Et Thibaut il me dit bah j'en sais rien, je sais pas, on va les nettoyer. Et je dis non. Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'en sais rien, moi. Et j'étais là et je paniquais parce que je me disais, tu sais, ça ressemblait à un rituel satanique. Ils étaient tous au même endroit, tu sais. Attends, je le mets au sein parce que... Désolée. Mon bébé, je sais pas du tout ce qu'il a aujourd'hui. C'est pas la folie, hein. Petit chaton. On remercie les vêtements d'allaitement. C'est ça, qui évite de payer ses boobs à tout va. Oui, mon chaton, regarde. Voilà, tout va bien. Essaye de prendre ça va peut-être aller. Par contre, faut pas m'agripper ça va pas le faire du tout. Hop là. Il a 3 mois, là, dans quelques jours. Je pense qu'il nous fait un petit pic de croissance. Alors, ouais, sûrement, ouais. C'est la période. Reprends. Donc, le rituel satanique, tout ça. Non, j'étais... j'avais besoin de comprendre pourquoi ils étaient morts et ça m'a mis j'étais trop mal en fait. Alors déjà moi j'aime pas trop j'aime bien quand les animaux ils sont vivants et pas morts et puis je comprenais pas et je sais pas pourquoi ça m'a mis dans un état. Du coup j'en pleurais, mais tu sais, genre une hystérique dans la salle de bain, et Thibaut qui essaie de me consoler en se moquant de moi, en rigolant dans mon dos, tu sais, genre il me prenait dans ses bras et en même temps il rigolait, il pouffait dans mon épaule parce qu'il disait mais elle est folle, elle y est, quoi. Donc voilà, genre vraiment au niveau des hormones, vraiment, ouais, ça prenait des proportions assez folles, quoi. Ok. Et dans le reste de la grossesse, après, tu t'es sentie comment sur la fin? Tu te sentais prête? Tu te sentais stressée? Parce que, bon, a priori, c'était quand même une certaine épreuve qui s'annonçait à toi. Juste avant qu'on parle de l'accouchement. Juste avant l'accouchement, tu te sentais comment, toi? Bah, c'est marrant parce que j'avais trop hâte d'accueillir ce bébé. J'avais vraiment hâte qu'elle soit là. Et en même temps, j'avais très peur de l'accouchement. Et j'étais pas du tout préparée à cet accouchement. C'est-à-dire que j'y allais un peu en mode, genre apparemment je vais à l'hôpital, j'ai vu dans les films, on s'allonge, on pousse et puis après le bébé il sort, quoi. Et du coup ça a été, ouais, c'était très ambigu. Genre en même temps cette impatience folle et puis cette peur de ce qui allait se passer. J'avais très peur aussi parce que, alors moi je fais 1m54. À la base, je suis pas très épaisse. Et dans ma tête, je m'étais dit que le bébé, il passerait pas à mon bassin. Et en plus, on m'annonçait quand même un gros bébé par rapport à mon gabarit. Donc j'étais persuadée que ça passerait pas et je comprenais pas qu'on me fasse pas
des examens sur la taille de mon bassin pour savoir si le bébé passerait, tu vois. Donc vraiment, je me disais, mais ils sont complètement incompétents parce que je vais pas y arriver, c'est une évidence et tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Donc voilà. Par contre, j'étais dans une démarche, tu sais, d'un accouchement physio, sans péridurale, mais je n'étais pas du tout préparée. Je voulais me prouver des trucs. J'avais dû discuter 2-3 fois avec des gens qui m'avaient dit mère nature, voilà, tu vas réussir. Et puis la péridurale, c'est mieux de faire sans. Donc je m'étais dit, je vais faire sans. Mais je m'étais pas du tout renseignée sur quoi que ce soit, quoi. Même l'allaitement, je me disais, je vais allaiter. Je crois qu'en fait, tu mets le bébé au sein, puis il tète, et puis ça se passe bien, et puis voilà, quoi. Il n'y avait pas de préparation. J'étais vraiment très naïve, quoi, à l'époque. Et donc, arrive... non, excuse-moi, mais parce qu'en fait, moi, je peux pas m'empêcher de t'imaginer, bah, tu vois, naïf, tu vois, nimbé de lumière avec une couronne de fleurs en train d'arriver. C'est vrai. Et tout en te disant, bah, pour le coup, quand l'accouchement arrive, ce que je comprends, c'est que t'es quand même stressé, quoi. Parce que moi, de ce que tu viens de me dire, je me dis, mais si elle part là-bas en se disant que le bébé va pas passer, tu vois, qu'il va se prendre un tampon en arrivant en bas, c'est ça. Ça doit être stressant quand même. Comment ça se passe l'accouchement alors? Je me rappelle pas avoir été stressée parce qu'en fait, je pense que Thibaut était stressé pour nous deux. Du coup, ce qui fait que, tu sais, c'est un peu ce phénomène où quand quelqu'un a peur, toi, tu as moins peur parce que tu t'es occupé à t'occuper de la peur de l'autre. Ou quand quelqu'un est super triste, toi, t'es moins triste parce que t'es occupé à consoler l'autre. Et du coup, je pense qu'il y avait ce truc-là. Je me rappelle que mes contractions, elles ont commencé, on était dans un café avec des copains. Et c'était assez fou ce moment où on jouait aux cartes, mais moi, j'étais pas là. Vraiment, je sais pas, je posais des cartes sur la table, mais j'étais pas là parce que j'étais complètement... mon corps, il avait déjà commencé un petit peu, tu sais, ces petites vagues, mais qui étaient très difficiles à interpréter. Mais moi, je sentais qu'il se passait quelque chose et j'étais mais complètement focus sur mes sensations. Et je me rappelle, j'avais un peu un sourire benet sur le visage, genre il se passe un truc et personne n'est au courant. Et du coup, Thibaut, à un moment donné, je lui dis bon, bah je crois qu'il se passe un petit truc. Alors Thibaut, il se lève, tu sais, on y va. Et je dis mais non, mais tranquille, tu sais, genre direct, il allume les trucs qui comptent les contractions, machin et tout ça. On dit au revoir à nos copains. Moi, j'étais là, genre, allez, salut, je vais devenir maman. Et Thibaut qui me tirait par la main, genre, allez, putain, vite, on va à la maison, tout ça, on va prendre les affaires et tout ça. Et puis, arrivé à la maison, moi, je dis, bon, alors, j'aimerais manger des patates et tout. Puis lui, il dit, mais tu déconnes, on n'a pas du tout le temps et tout. Je dis, non, je pars pas de la maison sans avoir mangé, sans m'être douché, sans machin. Et lui était dans un état, il comprenait pas que je prenne mon temps, quoi. Et il appelait à la maternité, qui en plus, lui disait de prendre son temps, enfin genre on attend que les contractions soient machin, et lui il avait envie d'insulter la terre entière, genre mais il faut qu'on vienne maintenant, c'est sûr, je veux pas la coucher à la maison moi de toute façon. Donc voilà, il y avait un petit peu ce truc où il était un peu stressé pour nous deux. Moi je mangeais mes patates, j'étais contente, je prenais ma douche, ça se passait bien, et surtout je trouvais ça facile. Parce que moi, je me disais, c'est ça les contractions, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, tu parles. J'étais qu'au début, j'avais pas du tout cerné à quel point c'était vraiment le début et que c'était pas du tout, c'était rien du tout par rapport à ce qui m'attendait après. Donc, plutôt tranquille, on s'en va, tout ça. Et puis, sur le chemin, déjà, on était un peu loin de la maternité, c'est ça qui angoissait Thibaut. Enfin, un peu loin. On était à 40-45 minutes de la maternité. Et puis là, j'ai commencé à sentir les trucs qui étaient un peu plus denses. Et arrivé là-bas, c'était assez rigolo parce qu'en fait, on est rentré dans la salle d'accouchement d'une nana parce qu'en fait, on savait pas, il y avait personne nous indiquait où on devait aller. On rentrait au hasard dans des pièces et à un moment donné, on ouvre une pièce et on entend une nana hurler. C'est la salle nature. Elle hurlait et du coup, genre, oh là là, c'est pas là qu'il faut aller. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu, c'est ça qui m'attend. On n'y va pas, c'est fini. Et voilà, et après, ben, du coup, vraiment, chaque truc qui m'arrivait était une découverte. On a beau nous préparer, moi j'ai perdu beaucoup de sang et je me disais oh mon Dieu mon bébé, et en fait non, c'était rien. Et puis en fait après tu sais pas ce qui est en train de t'arriver, t'as des contractions, à l'époque c'était de la douleur parce que j'essaie de combattre cette douleur, je me laissais pas entraîner sur cette vague. Ça a été complètement différent sur le deuxième accouchement et tant mieux.
Mais à l'époque, je subissais vraiment. On avait un truc avec Thibaut, on faisait des sons, on faisait des boah. Et vraiment, je me concentrais sur ce truc-là. Et dès que Thibaut arrêtait de faire ce son-là, je sombrais dans l'intensité de la contraction. Et ça a duré, ça a duré plus de 12 heures, je crois, avant que je dise à Thibaut, je suis désolée, est-ce que tu m'autorises à prendre la péridurale? C'est genre, bien sûr, j'avais besoin de son autorisation, n'importe quoi. Mais je voulais tellement pas, tu sais, je m'étais presque fait cette promesse à moi-même, il fallait que je tienne et tout ça, et j'avais peur de le décevoir, alors que pas du tout. Lui, il m'a presque supplié de la prendre à un moment donné en me disant, là, j'en peux plus de te voir comme ça, prends-la. Et je me rappelle que c'est un truc que j'ai intellectualisé très tard, parce que pendant très longtemps, j'ai dit, mais mon accouchement s'est super bien passé, parce qu'en fait, ma fille, elle est super bien. Et pour moi, c'était ça s'était bien passé, ma fille, elle est bien. Et plus tard, en reparlant avec une copine qui a accouché cette année, qui m'a raconté son accouchement qui ressemblait beaucoup au mien et qu'elle a très mal vécu, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais très mal vécues aussi. Et la première chose, c'est que quand l'anesthésiste m'a posé la péridurale, il a eu ces mots qui sont d'une violence inouïe. Il m'a dit alors, on pensait qu'on la prendrait pas, mais de toute façon, elles finissent toutes par la prendre. Oh. Et avec le recul, je me suis dit, mais c'était un homme qui me disait ça. Donc un homme qui ne connaîtra jamais l'intensité de contraction ou d'un accouchement, qui se permettait, avec un petit sourire en coin, de me dire que, alors on a voulu faire la courageuse, mais de toute façon, elles disent toutes qu'elles vont pas la prendre et elles finissent toutes par la prendre. Et je trouvais ça d'une violence avec le recul, hein. Parce que le jour J, j'étais là, ah oui, c'est vrai que ça fait un peu mal. Et du coup, il m'a fait la péridurale. Et à ce moment-là, j'étais mais complètement infantilisée. C'est-à-dire que on m'expliquait tout ce que je devais faire et j'avais plus aucune sensation. Et ça a été super compliqué. Et encore une fois, je le dis qu'avec le recul d'aujourd'hui. Parce qu'il y a encore un an, je t'aurais dit, mais ça s'est bien passé, tout ça. En fait, l'accouchement était encore long à partir de ce moment-là. On l'a su après, mais en fait, Ellie, elle avait le cordon enroulé plusieurs fois autour du cou, ce qui fait que quand je poussais, ça la retenait en arrière. Donc j'aurais pu pousser toute la journée, je serais jamais sortie. Il faut savoir que j'étais dans une maternité qui vraiment nous accompagnait sur l'accouchement le plus physiologique possible et tout ça. Il me permettait de me mettre dans les positions que je voulais. J'avais une péridurale qui était déambulatoire, c'est-à-dire que je pouvais bouger et tout ça, donc c'était pas non plus le truc trop chargé pour que j'ai quand même encore des sensations et tout. Et en fait, ils m'ont laissé pousser 2 heures avant de faire venir l'obstétricien. Et en fait, il se trouve que j'étais très bien. Et en fait, quand l'obstétricien est rentré dans la pièce, j'ai perdu pied et je me suis effondrée en larmes. J'ai remonté mes genoux sous mon menton et j'ai attrapé Thibaut en pleurant et en lui disant ça devait pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un ah bon, elle est toujours pas là, ok, bon, elle va venir plus tard, à d'un seul coup l'enfer. Genre mon corps s'est fermé et je me suis effondrée en larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit ah oui, il y avait quelque chose que j'avais oublié de préciser, c'est qu'en fait, moi, ça faisait quelques mois que j'avais appris que je souffrais de vaginisme et que je ne l'avais pas du tout dit au personnel médical, c'était affiché nulle part dans mon dossier. Et là, je me suis retrouvée en face d'une équipe qui, je pense, me regardait comme une hystérique qui avait complètement perdu pied. Et j'étais tellement dans les sanglots que je n'arrivais pas à exprimer ce problème physiologique dont je souffrais. Et je regardais Thibaut dans les yeux et je pleurais et je voulais qu'il leur dise, mais j'arrivais pas à le formuler moi, et je voulais qu'il leur dise, et lui, il était paniqué à ce moment-là, et du coup, il savait pas non plus qu'il devait leur dire ça. Et en fait, à ce moment-là, on m'a complètement infantilisée, c'est-à-dire que on a commencé à me tutoyer en me disant bon Fanny, maintenant tu te calmes, ce bébé là maintenant il est en détresse, faut qu'on le sorte. Donc maintenant en gros tu desserres les jambes et ce bébé on va le sortir. Et moi, à ce moment-là, on m'a dit bébé va pas bien. Et alors, ce lien d'attache que j'avais jamais eu à ce moment-là, il s'est éveillé en mode quoi, mon bébé. Et là, je me suis reprise, on va dire. Et genre, j'ai poussé, ce bébé est sorti. Ma petite fille, Ellie, qui était en parfaite santé, qui allait très, très, très bien. Et qui m'a immédiatement consolée de toute cette violence en fait que je venais de subir en fait psychologique et physique, parce que du coup forcément les forceps, le fait de forcer les jambes à s'ouvrir et tout, alors que moi j'étais complètement recroquevillée sur moi-même et vraiment j'ai basculé de
la petite fleur qui va accoucher, là, tout va bien, à ces contractions tellement intenses, la déception de devoir passer par la péridurale, ce monsieur qui me dit qu'en gros, comme toutes les autres pauvres femmes qui pensent qu'elle peut, qu'elle peut surmonter cette douleur, alors qu'en fait, elle a besoin de ma petite aiguille et de moi, homme, qui vient la soulager, de nouveau ce répit de du coup t'es plus dans la douleur et tout ça, où je me disais c'est bon, je vais le faire, il y a pas de problème, à cet obstétricien qui rentre et qui me plie sur place, je me sens complètement bouleversée et tout ça. De nouveau, il faut se reprendre. Et puis, il y a ce petit bébé qui arrive. Et puis, alors, d'un seul coup, c'est de nouveau une sorte de calme plat. Tu sais, un truc de... Tu passes des larmes, des sanglots à... Tu sais, une sorte de chant un peu grégorien qui arrive et genre, tout va bien. Ton bébé, il est là et il va super bien. Et en plus, on suivait un peu en direct l'accouchement d'à côté qui se passait à peu près d'une façon similaire au mien, et par contre qui a emmené le bébé en réanimation et tout ça. Donc nous, on avait notre bébé qui allait super bien, et en vrai, du coup, c'était la seule chose qui comptait à ce moment-là. Donc là, la sage-femme, Thibaut qui s'effondre en larmes, c'était beau, c'était... Moi, j'explose de rire parce que tu sais, t'as tout qui... Alors lui, c'est parti dans les larmes, moi, c'est parti dans le rire. Je le regardais pleurer et je rigolais, j'étais heureuse et machin. Puis alors vraiment, je ne ressentais plus rien parce que dans ma crise de panique, ils avaient fait revenir l'anesthésiste qui était venu me charger à fond pour me calmer, et l'obstétricien, lui, il avait pris une aiguille, je le montre comme ça à l'écran à Cédric, mais vous pourrez pas voir, comme as, pour m'anesthésier en bas. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je ne sentais plus rien. Genre, ils avaient essayé de calmer la bête, hein, vraiment. Et en fait, j'avais Ellie sur moi, et j'étais toute seule ensuite avec Thibaut, Ellie et la sage-femme. Tu sais, cette sage-femme qui nous avait accompagnés pendant l'accouchement, et qui d'un seul coup s'était retrouvée complètement mise de côté par l'obstétricien qui venait prendre un petit peu les rênes, et qui de nouveau devait s'occuper de moi, parce que l'obstétricien, il vient, il fait son truc, il part. Et elle devait de nouveau s'occuper de moi, et là, je voyais dans ses yeux, elle était désolée pour moi. Mais vraiment, je sentais un truc, elle me disait... Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en bas. Et là, elle m'annonçait la liste de tous les œdèmes, les machins alors que voilà j'avais. Le chantier. C'est ça. J'ai appris que j'avais eu une épisiotomie. D'accord. Voilà. Après coup, hein, évidemment. donc voilà, elle me disait les points qu'elle allait devoir me faire, et elle m'explique qu'elle va devoir faire une révision utérine. Et ça, moi, à l'époque, je sais pas, je me dis, ok, apparemment, ça doit être normal. Mais en fait, ça, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'en fait, on te met la main entière à l'intérieur pour venir gratter ton utérus, pour enlever, pour être sûr qu'il ne reste pas des morceaux de placenta et compagnie. J'ai pas tous les détails, j'espère que je dis pas des grosses bêtises, mais en tout cas, voilà. Donc, ce qui est... En tout cas, en tant que patiente, je précise, en tant que patiente, c'est ce que toi, tu as compris, du moins. C'est ce que j'ai compris. Avec 4 ans de retard, c'est-à-dire que je m'étais pas préoccupée de ce que j'avais vécu. C'est quand ma copine m'expliquait ce qu'elle avait vécu avec sa révision utérine et à quel point ça avait été invasif pour elle et douloureux et compliqué émotionnellement, que je me suis dit, punaise, mais en fait, oui. Et donc, moi, j'ai ce truc-là qui se passe, et je lui dis, je tenais juste à m'excuser pour tout à l'heure. Quand je me suis mise à pleurer, ça me ressemble pas du tout. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé, tout ça. Et je lui dis, en fait, c'est-à-dire que moi, en fait, du coup, j'ai un vaginisme. Donc, du coup, tout ce qui est de l'ordre de l'invasion à ce niveau-là, c'est très perturbant pour moi. Et je vois la nana qui se décompose. Genre vraiment. Et elle sort de la pièce. Et là, elle me ramène tout le monde. L'obstétricien, l'anesthésiste, l'auxiliaire, l'autre sage-femme, parce que c'était 2 sages-femmes à un moment donné. Et ils viennent tous s'excuser, genre les uns après les autres, en me disant mais si on avait su, mais jamais, 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 on aurait fait les choses de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je suis pas fâchée, je suis pas traumatisée, parce que j'ai l'impression qu'on a venu mettre un pansement tout de suite sur une blessure que j'avais pas encore perçue. Parce qu'on m'a considérée à ce moment-là, et on m'a pas dit mais en même temps fallait le dire ou je sais pas quoi. On m'a dit mais mon Dieu, mais ça a dû être d'une violence inouïe pour vous et on est tellement désolés et tout ça. Et moi je me disais ah bon, ok, cool. Parce que pareil, j'avais pas pris la pleine mesure de à quel point c'était important en fait, et comment un vaginisme il influait sur toute ta vie
ta vie sexuelle, ta vie émotionnelle, ta grossesse, ton accouchement. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris pareil bien plus tard. Donc moi, ça m'a permis tout de suite de me dire ok, ça va, ils m'ont pas pris pour une folle et c'était le plus important. Je voulais tellement pas les déranger. Alors désolée d'avoir pleuré, d'avoir perturbé votre emploi du temps avec ma crise d'hystérie. Voilà, j'en étais là de ma déconstruction à ce moment-là. C'était pas bien loin, mais voilà. En tout cas, un accouchement bien intense. Écoute, ça avait l'air. Enfin là, tu vois, moi, je me suis complètement laissé porter par ton récit. Et oui, ça avait l'air d'être incroyablement intense. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu avais déjà raconté comme ça, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'intensité. Donc, je te remercie d'avoir raconté dans ce détail-là. Je pense que c'est important aussi. Surtout à une époque où on commence à parler des violences obstétricales et gynécologiques, je pense que c'est important de comprendre l'impact de tout ça. Et alors, cette première rencontre avec Ellie, parce que là, l'arrivée de l'enfant, comment tu te sens là? Donc, ok, tu te sens mieux, ça a apaisé ta tempête. Et les premiers moments où tu l'as contre toi, comment tu te sens toi? Ben, je me sens terriblement bien. Et tu sais, quand je te disais, je m'étais préparée au pire, je m'étais préparée à pas aimer cet enfant, je m'étais même préparée au fait d'accepter que peut-être elle naîtrait très moche, en me disant, essaye de rester objective et tout. Et je me rappelle que on pose ce bébé sur moi et vraiment, je suis submergée par cette vague d'amour et ça peut paraître très cucu pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, enfin qui n'ont pas encore pu faire cette rencontre-là avec un enfant ou voilà, avec peu importe avec qui d'ailleurs, mais je crois qu'on peut ressentir ça qu'avec un enfant. Ce truc, Alors, c'est inexplicable. moi perso, enfin, la différence entre, tu vois, je dirais un coup de foudre, tu vois, ou un truc très passionnel qu'on peut ressentir dans l'amour romantique et ce qui s'est passé avec ma fille, en tout cas pour moi, c'est que c'est quelque chose que je n'avais jamais connu, donc ça, il y a ce côté-là. Et surtout, c'est quelque chose qui est inconditionnel. Et en fait, tu comprends pas tout de suite le sens de ce mot, je trouve, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tout à coup, en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, tu l'aimes. Et quand tu plonges ton regard dans le sien, tu sais que quoi qu'il arrive, elle t'aime. Non, mais tu sais que tu vas me faire pleurer parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui m'émeut autant que ce truc-là, ce lien qui se crée et qui est... que tu peux, il est inestimable parce que personne peut le compter. Et tu sais quoi? Le truc qui a été le plus fou pour moi après, quand Ellie elle a grandi et tout ça, c'est que moi, de toute façon, quand on m'a annoncé que j'étais enceinte d'une petite fille, j'avais fait presque le deuil d'une relation d'amour entre nous. À ce moment-là, moi, c'était très compliqué avec ma famille. C'était très compliqué avec ma maman. Et je le dis avec le recul aujourd'hui qui me permet voilà, ma maman aujourd'hui, je l'aime et compagnie. J'ai trouvé toutes les circonstances atténuantes à tout ce qu'elle a pu dire ou faire. Mais à cette époque-là, c'était très, très, très compliqué. Et pour moi, une fille ne pouvait pas avoir une relation saine avec sa mère. Parce que c'était la seule relation que je connaissais, moi. Et donc là, j'avais ce bébé sur moi. C'était ma petite fille. Et ce truc d'amour là qui te prend en pleine face et que tu ne peux pas assumer, enfin genre ton cœur il est pas prêt à ce truc là, hein. C'est un sentiment de plénitude. Pour moi c'est ça, c'est un sentiment de plénitude, c'est-à-dire que à ce moment-là je me disais quoi que t'aies vécu dans ta vie, peu importe par quoi t'es passé, et ben ça valait le coup si c'était pour en arriver là, pour cette rencontre là aujourd'hui, pour ce mélange de notre amour avec Thibaut qui était la personne la plus importante pour moi à ce moment-là. Voilà, on a mélangé notre amour et on en a fait cette petite fille qui s'appelle Ellie et qui était mais absolument tout. Et ce truc où tu te dis si je dois sacrifier ce bébé ou Thibaut, où tu dis oh mon Dieu, mais comment j'ai pu à un moment donné dans ma vie penser un truc pareil, ça s'était balayé et c'est pour ça que tout le reste, l'accouchement, les violences obstétricales, l'invasivité des gestes qui étaient pratiqués à ce moment-là, parce que moi j'avais le regard rivé dans le regard de ma fille à ce moment-là, c'était rien. J'avais ma fille sur moi, je l'aimais et j'étais là, je demandais à tout le monde, c'est moi ou elle est vraiment très très belle, parce que je pense vraiment qu'elle est absolument magnifique, mais je sais pas si c'est mon regard de maman et tout ça. Et vraiment je peux le dire,
Elle était absolument magnifique dès la naissance. En plus, elle arrivait toute propre et tout. C'était le bébé, tu sais, les bébés de film. Tu sais, où ils naissent, ils sont propres. Ils ont rien sur eux. Elle était parfaite. Et puis, j'avais mon Thibaut à côté qui était... Enfin, il était tout de suite investi. Tu sentais que lui aussi, il avait été frappé par ce truc-là. Et je m'étais dit, voilà, c'est bon, on est vraiment embarqués tous les deux dans cette aventure et je vois comme il est déjà investi comme moi dans cet amour et dans ce truc inconditionnel. Et c'était un moment, mais qui dépasse tout, quoi. Ah, mais je te comprends. Moi, c'est le seul moment dans ma vie, c'est le seul moment dont je parle en étant toujours extrêmement ému au bord des larmes et avec les poils qui se hérissent parce que c'est tellement beau. C'est ça. Et alors, pourquoi vous rentrez à la maison? Comment ça se passe à la maison? Alors déjà, c'est rigolo parce que tu sais, tu as ce sentiment, quand tu sors de la maternité, où tu es là, genre, on peut repartir avec le bébé. Genre vraiment, il est à nous. Et puis, tu as aussi ce truc, genre, donc là, on le prend avec nous et personne vient surveiller et tout ça. C'est comme un jouet dont tu as toujours rêvé. C'est horrible de comparer un enfant à un jouet, mais tu sais, ce truc, c'est Noël et tu as ce truc-là et c'est bon, il est à toi et t'en as rêvé. Et là, on repartait avec notre fille à la maison. Et puis alors moi, j'étais bouleversée, donc j'avais un postpartum qui était que dans la joie, mais la joie d'une intensité telle que j'en pleurais. Et c'est-à-dire que je pleurais tout le temps parce que je trouvais qu'elle grandissait trop vite. Et chaque minute qui passait, je me disais, c'est une minute de plus dans sa vie qui est passée trop vite. Et ça me bouleversait, ce truc-là, où je me disais, oh mon Dieu, tout passe tellement vite, elle a déjà un jour plus 1 heure, et puis 2 jours plus 3 heures et compagnie. Et voilà, ce truc où tu te plonges dans le visage de ton bébé et que les heures deviennent des secondes et que tout prend un sens qui est très effrayant aussi parce que tu te dis, ok, maintenant, il va falloir vivre aussi pour elle. C'est-à-dire qu'il va falloir que je donne du sens à absolument tout ce que je fais parce que je veux qu'elle soit fière de la maman que je suis, je veux lui apporter le meilleur. Et là vient l'ère de mes débuts de maman à me mettre une pression folle pour être la moins traumatisante possible. Hein, vraiment, c'était un peu trop au début. Mais mon chaton. Mais oui, c'était très beau et en même temps enfin beaucoup de peur. Moi, j'avais très peur de la mort subite du nourrisson. Quand j'avais 13 ans, j'ai le fils d'amis de la famille qui est décédé en fait de la mort subite du nourrisson. Ah et ouais. Moi, ça m'a complètement traumatisée. Alors vraiment, ce truc-là, que la vie d'un bébé s'arrête comme ça, sans explication. C'était, tu sais, c'est comme, tu sais, les ruptures d'anévrisme et tout ça. Moi, c'est un truc qui me tétanise. Et du coup, je ne pouvais pas être loin d'elle. Je devais tout le temps l'avoir à côté de moi pour vérifier qu'elle respire et tout. Mais c'était trop. C'était trop parce que du coup, je me réveillais en sursaut la nuit. Je dormais des tranches de 20 minutes pour vérifier tout le temps qu'elle respirait. Et ça a été trop parce que du coup, je pense que, mine de rien, je lui ai transmis ma peur. Je lâchais pas prise et elle lâchait pas prise. Ce qui fait qu'on est parti dès le départ sur bercer un bébé de 8h à 1h du matin en non-stop. On faisait des allers-retours dans le couloir. Donc voilà, ça a été à la fois très beau, plein d'amour et en même temps des peurs irrationnelles. Tu sais, ces trucs-là, je sais plus comment ça s'appelle, où tu imagines des trucs horribles, où tu imagines ton bébé... Les phobies d'impulsion où tu montes les escaliers avec ton bébé dans les bras et tu te dis, mais là, si je le lâche et qu'il s'éclate en bas des escaliers ou s'il tombe de la table à langer, enfin, des trucs, tu te dis, mais mon Dieu, mais pourquoi je suis en train de penser un truc comme ça? Et t'es dans ton salon et t'as couché ton bébé et puis là, dans ce coup, tu te persuades qu'il est mort dans son lit, quoi. Et du coup, tu te lèves et moi, je me rappelle que quand je vérifiais qu'elle respirait, j'avais un sentiment de soulagement mais qui était alors qu'elle allait bien, quoi. Et dès que je constatais qu'elle respirait encore, c'était comme si on m'avait donné un répit supplémentaire et que c'était presque sûr que ça pouvait pas bien se passer, quoi, tu vois. C'était très intense, ouais. Ah, mais je comprends bien. Moi, je sais qu'on avait une caméra vidéo dans la chambre et quand je travaillais, moi, tu sais, des fois, je dormais pas à la maison.
Ouais, je me rappelle. Et le nombre de fois où je regardais la caméra en pleine nuit, je me réveillais tu vois, en plus, j'étais pas chez moi et je me réveillais en mode est-ce qu'elle va bien et je mettais la caméra et c'est bon, ça va. Mais Ouais. non, mais voilà, après, c'est le sujet dont il faut parler. J'en parle dans mon livre d'ailleurs. Et OK. petit instant auto-promo pour moi aussi. Euh, Ok, donc moi de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'émerveillement, mais aussi une très 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 grosse pression hein, sur le sujet de l'accompagnement de l'enfant. Et alors Ouais. depuis, je veux dire, avant de passer avant le sujet du deuxième enfant qu'on traitera dans l'épisode bonus, avec Ellie ensuite, ça s'est passé comment là, globalement, les Et premières ben, années? elle nous a appris à devenir, parents. Elle nous a appris, enfin vraiment pour le coup, avec Thibaut, on s'est, construit vraiment autour de cette parentalité parce que, on n'a pas appris à devenir que parents, on a appris à devenir aussi, ben, du coup, des un couple, Mhm. parents. On a appris à devenir, des adultes, à part entière, certes parents, mais tu sais, moi l'arrivée d'un enfant dans ma vie, ça a été aussi, l'occasion en fait de me replonger dans mon enfance, dans mes ressentis. On parle, tu sais, beaucoup d'éducation bienveillante, hein, j'en suis une des porte-parole, avec ferveur parce que j'y crois dur, mais pour moi la bienveillance elle est envers les enfants et envers les parents. Et pour moi, ça a été vraiment la découverte du respect de mon enfant, mais de moi-même aussi. J'ai appris vraiment à m'écouter, à prendre soin de moi. C'est Ellie qui m'a poussée à faire une thérapie parce que pour moi, c'était hors de question que je lui accroche mes propres boulets aux pieds. Et du coup, ça a été salvateur. Elle m'a fait gagner tellement, tellement de temps. C'est elle qui m'a fait devenir illustratrice aussi parce que j'avais tellement besoin de passer du temps avec elle que c'était pas possible pour moi de reprendre un boulot où je serais séparée à ces 2 mois et demi. J'ai eu la chance, c'est un privilège hein, de pouvoir le faire et j'ai toujours beaucoup de pensées pour ces parents qui doivent reprendre le travail à un moment où ils sont pas prêts à laisser leur tout petit. Et puis voilà, on est passé par des phases avec Thibaut. C'était très bien de l'avoir parce que on est très très différents. Et il m'a appris à calmer un petit peu mes tempêtes de peur. J'avais des trucs, je lui demandais des trucs irrationnels. Il rentrait du boulot. Lui, il a repris le travail. À l'époque, c'était, tu sais, 11 jours de congé. Ouais. Il a repris le travail très tôt et il rentrait du travail, il avait besoin de se poser et moi, j'avais besoin de lui donner le bébé pour ne serait-ce que prendre une douche et je ne supportais pas par exemple, qu'il joue à la Play pendant qu'Ellie était à côté. Je voulais qu'il la regarde, je voulais qu'il interagisse avec elle et ça me mettait dans des états de... J'en pleurais, tu vois. Je me rappelle, j'étais dans la cuisine, je cuisinais et je regardais Ellie qui était tu sais, genre sur son tapis, qui jouait, qui gazouillait et oh mon chaton. Le fait que lui, il la regarde pas, ça me bouleversait parce que je me revoyais moi petite en fait. Je me disais, moi j'aurais voulu que mes parents ils fassent attention à moi, mais je projetais des trucs qu'il n'y avait pas à projeter parce que Thibaut s'occupait extrêmement bien de sa fille et lui il était beaucoup plus mesuré que moi. C'est-à-dire que moi j'en faisais trop à cette époque-là. Je me dévouais trop à ma fille et ensuite j'ai trouvé l'équilibre. Et lui il m'a permis de le trouver cet équilibre en ajustant un petit peu aussi mes besoins et puis je pense que moi je lui ai fait découvrir peut-être d'autres choses, enfin un peu de lecture au sujet de l'éducation, et puis outre les lectures, des écoutes de podcasts par exemple. Mais voilà, j'aimais bien partager avec lui mes découvertes sur et apparemment ça serait bien qu'on la laisse pas pleurer et tout ça parce que quand même, enfin c'était pas apparemment faut pas qu'on la laisse pleurer, c'était tu sais mon chéri ce qu'on fait. Ce que notre instinct il nous dicte, et ben apparemment c'est pas une mauvaise chose. Et on validait en fait des trucs qui nous paraissaient évidents. On les validait au fur et à mesure de lecture ou d'écoute ou de constat en fait qu'Ellie elle allait bien en fait avec ce qu'on lui apportait et voilà ça a été enfin moi Ellie je lui dédierai jamais tous les ouvrages que je pourrais créer autour de la parentalité parce que c'est grâce à elle que je me suis ouverte à tout ça et que du coup les choses ont pu aller mieux aussi dans ma tête quoi. C'est beau, moi je trouve ça magnifique. J'ai une dernière question pour toi à poser dans cet épisode. C'est la question qui fait pas partie de la liste. Si tu pouvais te voir là, Fanny, te voir toi, quelque temps avant d'accoucher d'Ellie, après tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu auras envie de te dire?
J'aurais envie de me dire que tout va bien se passer. Non, j'aurais envie de me dire que il faut pas que je sois pressée. Que je vais devenir la mère vers laquelle je tends et que la relation avec Ellie, elle va être absolument incroyable et que je me laisse aussi surprendre par cette petite fille parce que en fait, quand ils grandissent et qu'ils peuvent nous exprimer en fait leurs besoins et tout ça, et ben ça fait que prouver que tant qu'on y met de la bonne intention, et ben on fait bien en fait et qu'on a droit à l'erreur aussi parce que ça c'était un peu le problème. Alors Fanny, si tu m'écoutes, tu as le droit à l'erreur et tant que tu sais t'excuser et te réajuster, ça fera toujours de toi une très bonne maman. Est-ce que tu penses que tu t'écouterais? Ah, c'est chaud parce que déjà si je reviens du futur, j'aurais beaucoup de mal à me croire. Je me dirais meuf, tu t'es un peu laissé aller quand même, je pensais qu'on allait les perdre les kilos de grossesse. Mais je sais pas, tu vois, parce que pour le coup, c'est très difficile. Tu sais, quand tu as des gens qui te disent t'inquiète, c'est bien, ou t'inquiète, ça va aller et tout, tu as toujours l'impression que tu es dans ta vérité à toi et que ce que tu vois à ce moment-là précisément, genre mais non, ça va pas du tout, je m'en rends bien compte. Et puis là, ce bébé, il pleure, ça n'ira jamais, tu sais. Tu es persuadé que ton bébé ne lâchera jamais prise pour dormir, qu'il va dormir avec toi pour toujours parce que apparemment tu l'as habitué. Et puis en fait, ce truc de tout passe, il faut avoir l'expérience d'un premier enfant pour appréhender l'arrivée d'un deuxième en ayant la conviction qu'effectivement tout passe. Ok. Merci beaucoup Fanny. Merci, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode. Merci Tao. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.